sommaire de cette édition au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a accepté 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août dernier ont annoncé ce mercredi la libération des 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Et puis des citoyens se sont rassemblés ce mercredi dans un bar d'Auckland pour regarder le débat pour la vice-présidence des États-Unis. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par le Burkina Faso où 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre prochain ont été acceptées par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration du président de la CENI, Newton Ahmed Barry. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Burkina Faso a accepté 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre, validant celles des principaux favoris du scrutin. Nous avons reçu 23 candidatures, nous avons retenu 14 candidatures et en avons invalidé 9, a déclaré le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, précisant que cette liste provisoire doit être soumise au Conseil constitutionnel qui publiera, après tous les recours possibles, une liste définitive. Le Conseil constitutionnel a désormais 10 jours pour valider ou non chacune des 14 candidatures. Parmi les candidats retenus figurent notamment Rochmark Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, ou encore Edi Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré. Les candidatures de l'ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, et de Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre de Compaoré, ont également été validés. Les candidats recalés ont pour leur part dénoncé des conditions de candidature contraires à la Constitution, notamment la caution de 25 millions de francs CFA et un parrainage d'au moins 50 élus. On a rejeté ma candidature alors que ce n'est pas normal. Avec de telles conditions, on ne cherche pas un président intègre. Il suffit d'avoir les moyens dont on ne demande même pas l'origine, à critiquer Issa Sawadogo, un candidat indépendant qui avait été le premier à transmettre son dossier à la CENI, mais ne pourra donc se présenter. Les 9 candidatures invalidées sont essentiellement celles des indépendants. La crainte de violences électorales meurtrières est forte en Côte d'Ivoire. C'est la conviction de la plateforme nationale. Ce grand syndicat invite les autorités ivoiriennes à reporter l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Reportage. La plateforme nationale est un grand syndicat ivoirien regroupant une cinquantaine d'organisations des secteurs publics et privés. Elle demande un report de l'élection présidentielle du 31 octobre. La fêtière parle de risques élevés des violences post-électorales. Nous sommes favorables pour un report de ces présidentielles. La plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place l'organisation d'assises nationale pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée, a déclaré son président Théodore Nyanya Zadi lors d'une conférence de presse. Si l'organisation d'une telle rencontre dont l'objectif est de sauver des vies commande un report des élections, alors il ne faut guère s'attacher au fétichisme des dates, a poursuivi Zadi, dont la plateforme fut à l'origine d'une longue grève des fonctionnaires qui avait paralysé pendant de longues semaines l'administration publique du pays en 2017. Une quinzaine de personnes sont mortes en août dans des violences survenues dans le sillage de l'annonce de la candidature controversée du président Ouattara à un 3e mandat. Au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août dernier, avant de s'engager dans une transition censée ramener les civils au pouvoir, ont annoncé ce mercredi la libération des 12 personnalités civiles et militaires. Ces dernières avaient été arrêtées lors de leur coup d'État. Le Comité national pour le salut du peuple
qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué dans un communiqué ce mercredi voir libérer 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Selon ce communiqué publié sur les comptes Facebook et Twitter du CNSP, il s'agit entre autres de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Tembine et des hauts gradés de l'armée. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice pour toutes fins utiles, ajoute le texte. Notant les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle depuis la mise en place d'organes chargés de mener la transition vers un pouvoir civil, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait levé mardi les sanctions imposées au Mali au lendemain du coup d'État. Les dirigeants ouest-africains avaient salué la nomination d'un président de transition, Ba Ndao, un colonel à la retraite, et celle d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Mokta Ouane, comme Premier ministre. Il s'était également félicité du renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte. Selon la charte élaborée par les militaires, le colonel Goïta, investi vice-président transitoire, ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier. Pour satisfaire les dirigeants des pays voisins, les militaires maliens doivent encore prendre une mesure de taille, la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple lui-même. En Tunisie, les membres de la société civile ont manifesté devant le Parlement à Tunis pour appeler les députés à rejeter un projet de loi controversé visant à protéger les forces de l'ordre et qui menace les libertés. Des dizaines de manifestants d'ONG tunisiennes et internationales se sont mobilisés mardi dans le cadre de la campagne Haseboum, qui signifie poursuivre les injustices contre un projet de loi qui garantit la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers contre les agressions menaçant leur sécurité et leur vie afin de garantir la stabilité de la société tout entière. Selon ces organisations de la société civile, ces textes de 15 articles menacent toujours les droits et libertés des citoyens malgré les amendements dont le texte a fait l'objet sous la pression de la société civile. Proposé en 2015 et transmis au Parlement peu après l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis qui avait fait 22 morts, dont un policier tunisien, le projet prévoit des sanctions contre les agressions à l'encontre des agents des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout quand il se trouve en situation de danger. Nous sommes opposés à cette loi contre les agressions contre les forces de l'ordre qui est devenue la loi de protection de la police et de la douane. Pour nous, cette loi est abusive contre les droits et libertés. Nous sommes contre cette loi. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et nous allons essayer d'empêcher le vote de cette loi. Nous sommes contre un État policier et pour un État démocratique qui garantit les libertés et les droits. Dans un communiqué commun, 23 ONG tunisiennes et internationales comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Avocats sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture ont condamné la tentative d'adopter ce projet de loi quelques mois avant le 10e anniversaire de la Révolution. Lundi, Amnesty International a appelé dans un communiqué les parlementaires tunisiens à rejeter un projet de loi qui renforcerait l'impunité des forces de sécurité et les protégerait de toute responsabilité pénale pour l'utilisation de la force meurtrière pour protéger les bâtiments de sécurité. C'est une véritable misère que vivent les Sud-Africains en cette pandémie de coronavirus. Ils sont plus de 2 millions à avoir perdu leurs emplois. Ces rassemblements minimalistes à cause de l'épidémie étaient organisés à l'appel de la principale centrale syndicale, la COSATU, pour dénoncer aussi la faiblesse des salaires et les nombreux scandales de corruption liés au Covid, un vol flagrant de fonds destinés aux contribuables. Les pertes d'emplois sont énormes. Plus de 2 millions de personnes sont sans activité entre avril et juin, promettant encore plus de pauvreté et d'inégalité au pays le plus industrialisé d'Afrique. Des centaines d'employés infirmiers, postiers et policiers ont défilé et chanté sous un ciel lourd à Pretoria. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de corruption et depuis la pandémie, c'est pire. Fonds détournés, contrats passés auprès de sociétés politiquement amies, surfacturation et fraude, le pays est confronté ces dernières semaines à une série gênante de scandales de corruption liés aux fonds alloués
pour lutter contre le coronavirus. L'auditeur général, l'équivalent d'un président de la Cour des comptes, a dénoncé des niveaux effrayants de corruption alors que des enquêteurs épulchent les comptes de plus de 600 sociétés et organismes ayant reçu plus de 250 millions d'euros pour fournir des équipements de protection aux soignants et distribuer de l'aide. La COSATU, qui revendique plus d'1 million de syndiqués, a pris ses distances avec l'ANC, le parti au pouvoir, sur sa gestion de la pandémie. Et puis à Auckland, fief de la sénatrice démocrate Kamala Harris, des gens se sont rassemblés dans un bar pour regarder le débat opposant la colistière de Joe Biden au vice-président Mike Pence. Je vous invite à suivre quelques réactions. Elle a le potentiel pour devenir une légende, une femme noire à la Maison-Blanche. Ayant vécu ici et connaissant le travail qu'elle y a fait, je suis certain qu'elle sera une très bonne vice-présidente. Ce débat est meilleur. Kamala arrive plutôt bien à faire passer ses idées, même si Pence déborde encore de son ton imparti et ne répond pas aux questions posées. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va au fond des choses et c'est ce que l'on veut tous, que les dossiers puissent être débattus. Je l'aime bien, elle est plus en faveur des minorités. Je pense qu'elle est pour la justice sociale et raciale et cela est important pour moi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.